Bonjour à tous. L'autre visage de la guerre se dessine dans les régions anglophones. Un véritable désastre économique et social se répand dans plusieurs villes devenues le théâtre des affrontements armés et des exactions perpétrées sur des populations civiles innocentes. Cette escalade de violence a poussé le chef de l'État à changer le commandant des forces militaires dans le chaudron de la crise anglophone. Le général Donatien Mélinguy a été limogé, titrent certains journaux. D'autres estiment que c'est une sanction liée à la multiplication des attaques des bandes armées et des accusations de violation des droits de l'homme durant certaines opérations militaires. Ce redéploiement tactique cache bien mal une crise humanitaire et une instabilité sociale qui fragilise l'unité nationale au Cameroun. À une semaine de la fête du 20 mai, Cameroun Tribune, journal à capitaux publics, a tenu à célébrer la diversité du Cameroun dans certaines villes, symbole de la cohésion sociale du Cameroun. Mais la prospérité tant souhaitée est-elle au rendez-vous dans un pays où la fonction publique est devenue le foyer de la corruption et des détournements de deniers publics? Ce sont les axes majeurs de l'émission Droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce programme consacré à l'analyse du traitement des informations relayées dans la presse cette semaine. Avant de lever un coin de voile sur les experts de haut vol conviés sur ce plateau, je reçois d'abord le chroniqueur du dimanche, Flavien, bonjour. Bonjour Cédric et bonjour à tous les téléspectateurs ce dimanche. Quel est le regard de la presse sur ces enjeux concernant l'actualité nationale? Alors, au sujet de l'ambiance, donc à la fonction publique, la presse n'est pas restée insensible, en tout cas, et allée dans tous les sens pour le traitement de ces différents sujets. Le journal Mutation, qui parle par exemple de tripatouillage de la solde de l'État, fait savoir que depuis le début de l'opération de comptage physique des agents de l'État, 3 responsables donc de la solde sont à Koningui pour répondre des soupçons qui pèsent déjà contre eux. Le quotidien privé cite d'ailleurs des noms et précise même le mode opératoire utilisé par ces derniers pour épuiser les caisses de l'État. Le journal Le Soir hebdomadaire, qui parle d'enrichissement illicite, souligne qu'une centaine de personnes déjà convoquées au tribunal criminel spécial pour détournement présumé des centaines de millions de francs CFA. Le même journal révèle que les arrestations et même des interpellations se font en cascade au ministère des Finances et même au ministère de la Communication. Pour le journal L'Essentiel, l'organe des ministères ou des ministères donc des Finances et même a été donc démantelé. Selon le tabloïd, c'est la cellule informatique qui serait donc au centre de tout le tripatouillage observé et qui fait perdre d'ailleurs un peu plus de 8 milliards de francs CFA par mois à l'État du Cameroun. Le comptage se poursuit pour mettre donc également un terme à la corruption et qui gangrène la fonction publique. Le journal Émergence, pour sa part, qui traite également de ces sujets, demande si un fonctionnaire peut être riche au Cameroun. Le quotidien privé bilingue tente donc de répondre en donnant notamment les rapports qui fustigent même le niveau d'enrichissement des agents publics, qui ne permet pas aujourd'hui à ces derniers de pouvoir être riches, mais seulement il faut utiliser la corruption et même l'arnaque pour devenir riche lorsqu'on est fonctionnaire au Cameroun. C'est ce que dit d'ailleurs le journal. Le journal Le Financier d'Afrique, qui parle également de gouvernance, situe à la suite notamment de tous ces désordres observés au sein de la fonction publique, fait savoir que le Fonds monétaire international vient de mettre sur pied un nouvel arsenal contre la corruption au Cameroun. Et le Cameroun, qui connaît d'ailleurs cette malgouvernance, verra le gendarme du monde à ses trousses. Le journal renseigne que le Fonds monétaire international a décidé d'évaluer de manière systématique les politiques de lutte et bien sûr de ces 189 États membres contre la corruption. Et parmi eux, le Cameroun, les batteries sont en marche dès le 1er juillet 2018. Selon le journal Le Financier d'Afrique. Voilà pour ce qui est donc de ce premier sujet. C'est dit que le second sujet parle bien sûr de la crise et comme vous le savez, les déplacés au Cameroun, ils se comptent donc à l'appel depuis quelques semaines. Le journal La Nouvelle Expression renseigne que chaque semaine donc des centaines de personnes apeurées par les atrocités des sécessionnistes dans les régions anglophones envahissent les localités voisines. La Nouvelle Expression souligne que ces personnes ne sont pas enregistrées comme déplacés internes alors que leur présence pose déjà problème dans les localités qui les accueillent. Les habitants des localités se plaignent donc des espaces occupés de façon désordonnée par ces derniers.
et pense que c'est de l'insécurité qui vient donc de ce côté-là, avec notamment ces plaintes. On apprend également qu'à Bouddha, par exemple, dans la région de l'Ouest du Cameroun, ces personnes, les tensions se montent progressivement à cause de l'échec de la stratégie sécuritaire mise en place dans ces régions anglophones. Et c'est justement à la suite de cet échec qu'Info Matin nous apprend que Paul Biya a décidé donc de mettre de côté le général Melingui, qui avait été donc nommé dans le sud-ouest, par exemple, pour ramener le calme à cause des exactions, ne cesse donc d'être enregistré. Ce dernier a été limogé selon le quotidien Le Jour, qui parle également de ce sujet et analyse d'ailleurs la situation. Émergence révèle que la Commission des droits de l'homme, qui cherche donc à comprendre tout ce désordre et surtout le rôle même que joue le gouvernement dans cette crise, a été chassée et même repoussée dans toutes les démarches engagées pour un retour au dialogue, un véritable dialogue qui permettra justement de voir qu'est-ce qui est fait et comment faire pour ramener la paix au Cameroun. À ce titre donc, Émergence fait savoir que la Commission des droits de l'homme craint donc une guerre civile au Cameroun. Voilà le traitement que la presse a réservé à ce sujet. Merci Flavien de nous avoir rafraîchi la mémoire. Je vous souhaite un bon dimanche. Meilleur à vous. Place à présent au panel de droits de réponse sur ce plateau, le docteur Ariel Mitedem. Bonjour. Bonjour, monsieur Le Fellet. Vous êtes économiste, spécialiste des finances publiques et enseignant à l'Université de Yaoundé 2. Bienvenue. Merci bien. Également présent sur ce plateau, Edmond Kambia. Bonjour Edmond. Bonjour Cédric. Journaliste à la Nouvelle Expression, chef de la section politique internationale. Tout à fait. Bienvenue ce dimanche. Merci. Je salue tous les téléspectateurs et les co-panélistes. Présent également sur ce plateau, Franck Essi. Franck, bonjour. Bonjour Cédric. Vous êtes secrétaire général du Cameroun People's Party. Vous venez de publier, dans le cadre d'un projet de la fondation Friedrich Ebert, un projet sur la citoyenneté active au Cameroun, les enjeux, les défis et les perspectives. Nous en parlerons au cours de cette émission. Le quatrième invité de droit de réponse, c'est Serge Soro. Bonjour Serge. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Nos hommages aussi aux familles qui sont éplorées, auxquelles nous nous joignons en cette circonstance au nord, au sud-ouest et au nord-ouest. Vous êtes cadre politique de l'Union des populations du Cameroun. Effectivement, vous avez tous suivi, nous sommes à une semaine de la fête du 20 mai, la fête de l'unité nationale, et le gouvernement qui appelle les Camerounais à rester unis dans la diversité pour préserver la paix sociale en vue d'une stabilité et également de la prospérité. Edmond Kambia, quelle est votre analyse de cette thématique? Comment la presse a-t-elle perçu ce thème de la 46e édition de la fête du 20 mai? Oui, c'est comme des marronniers. Vous savez, chaque année, à la veille ou à quelques jours de la fête nationale, on assiste à un certain nombre d'activités qui sont menées par les officiels pour préparer le défilé, mais il y a également et surtout cet aspect thématique qui est déroulé par le gouvernement et dans les différents démembrements au niveau département, sectoriel et autres. Il s'agit pour les uns et les autres de s'approprier la thématique. Aujourd'hui, quelle est la pertinence de cette thématique? Il me semble que ce qui est important dans cette thématique, c'est la nécessité pour les Camerounais d'être unis dans le contexte actuel, qui est si difficile sur le plan social, économique et politique. Et il me semble que l'aspect prospérité qui figure dans cette thématique ne convient pas à la réalité sur le terrain. C'est comme un espoir, c'est comme une lueur d'espoir par rapport aux perspectives d'avenir, mais cette perspective ne peut être atteinte ou concrétisée qu'à travers un véritable dialogue et une volonté de vivre ensemble, ce qui manque le plus actuellement dans ce pays. Et la presse a reflété d'une manière générale cette perception que nous essayons de dérouler. Des citoyens appelés à rester unis dans la diversité afin de préserver la paix sociale pour un Cameroun stable, indivisible et prospère. Franck, ici, est-ce que cette thématique vous interpelle au quotidien au regard des conditions dans lesquelles vivent les Camerounais aujourd'hui? Bien sûr qu'en tant que Camerounais, on vit dans un pays qui soit uni, qui soit en paix et qui justement soit sur le chemin de la prospérité partagée, où il n'y a pas d'inégalité sociale criarde et où justement les gens ont le sentiment que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Mais il se trouve qu'avec la thématique de cette année,
on continue dans une forme de tradition de vœux pieux qui n'a aucun rapport avec la politique concrète que le gouvernement met en place. Parce qu'il faut rappeler que l'unité ne se décrète pas, elle se construit. À partir du moment où le gouvernement de M. Biya a une politique systématique d'exclusion politique, économique et sociale d'une grande partie des Camerounais, il devient peu crédible quand il appelle à l'unité. Nous pensons qu'aujourd'hui, le Cameroun n'a jamais été aussi désuni parce que les indicateurs sont clairs. Si vous avez cette situation sécuritaire du pays, si vous avez cette volonté d'une partie de la population de faire sécession, ça veut dire que l'unité plus que jamais est en danger. Alors ce qu'on s'attendrait à voir, ce n'est pas des thèmes pompeux, une célébration classique, mais à temps difficile, à temps exceptionnel, à temps de crise, il faut d'autres modalités de commémoration de ce qui est important. Nous serons attendus, par exemple, je termine par là, à des véritables assises, à des avancées, à des actions qui montrent qu'on est vraiment les mendiants de la paix, pour reprendre l'expression de quelqu'un qui parle mais n'agit pas beaucoup. Justement, nous en parlerons au cours de cette émission. Serge Soro, sur les indicateurs socio-économiques qui permettent de pouvoir parler d'une stabilité, d'une paix sociale et d'une unité des Camerounais. Est-ce que vous avez cette perception-là? Pas du tout. Moi, je prendrais la question dans le sens contraire, parce que vous voyez, quand les gens donnent un slogan, inversez un peu, essayez de comprendre pourquoi ils l'ont donné, n'est-ce pas parce qu'ils ont constaté eux-mêmes qu'il y a un échec quelque part? Parce que s'ils appellent à l'unité dans la diversité, ça veut dire que leur état actuel de la gestion de la nation camerounaise a mis en péril tout le patrimoine unitaire. N'oublions pas une chose, le Cameroun tel que nous l'avons est fille de l'unité nationale telle qu'elle avait été construite depuis les années 1986, juste après la signature des traités. Parce que c'est l'unité nationale des populations qui vivaient dans l'espace convoité par l'impérialisme allemand qui a créé le Cameroun. Donc le Cameroun est fille de l'unité des peuples convoité par le modèle socio-occidental judéo-chrétien qui s'est accaparé du reste de la planète. Et quand on pose ces questions, il ne faut pas se limiter à la superficie. Moi je dis, tous les slogans qu'on essaye de lancer sur la scène publique justifient une chose. D'ailleurs, primo, cette fête est mal placée. L'unité nationale du Cameroun, est-ce que c'est vraiment le 20 mai? Qu'est-ce qu'on célèbre le 20 mai? Vous comprenez que les gens sont dans une sorte, n'est-ce pas, d'aventure ambiguë liée à leur incompatibilité à assumer un héritage dont ils ne sont pas les dignes héritiers. C'est pour ça qu'ils n'arrivent même pas à trouver les concepts idoines. Mais comme nous sommes Camerounais et que nous devons en discuter, on peut et on est en droit objectivement d'en discuter. La réalité est là. C'est qu'il faut peut-être saisir l'occasion pour poser des questions fondamentales. Et l'une des questions fondamentales à l'Union des populations du Cameroun, on l'a posée depuis avant l'indépendance, le contentieux historique. Il fallait d'abord régler justement la question de la réunification, non pas seulement des structures étatiques héritées d'un conflit entre les Anglais et les Allemands et les Français, mais la volonté d'un Cameroun construit par les Camerounais eux-mêmes. Et là, on touche le vrai problème. On entend souvent un discours pompeux là, dans l'un des thèmes que vous allez apporter tout à l'heure. On a entendu de tout et de n'importe quoi sur les plateaux de télévision. La nature de l'État. Les infrastructures des structures héritées de la colonisation sont-elles propres à gouverner le Cameroun qui se veut unitaire, prospère et développé pour les Camerounais? Moi, je pense que c'est une question fondamentale. Justement, l'occasion est donnée de la poser. Merci Serge Soro. Docteur Ariel Nitedem, est-ce que vous êtes universitaire? Le Cameroun est-il actuellement un État stable où règne la paix sociale? Ce sont deux indicateurs évoqués dans cette thématique de la 46e édition de la fête de l'unité nationale. On va dire que la stabilité au plan politique est mise à mal depuis un certain temps avec ce qu'on voit se passer dans les deux régions anglophones de ce pays. Et pour une fois, pour la première fois, on va fêter un 20 mai avec des Camerounais qui sont déplacés. Vous savez bien qu'il y a des Camerounais qui ont quitté ce pays, notamment dans ces régions qui se retrouvent au Nigeria. Et ils vont fêter leur 20, on va fêter l'unité nationale avec ce Cameroun, avec ces Camerounais qui sont hors de ce pays. Cela pose un problème. Le Cameroun, les Camerounais ont décidé, comme une nation, assumer
le 20 mai 1972. Alors, c'est à nous de poser des questions fondamentales. Est-ce qu'on se laisse embrigader par l'histoire ou est-ce qu'on décide d'avancer? Et là, les avis peuvent diverger. Lui, il parle, le panéliste parle du fait qu'en réalité, on ne devrait pas être en train de fêter. Mais je dis ceci, je pense qu'il faut rester positif et se dire qu'on doit respecter la mémoire de ceux-là et qui se sont battus pour qu'on ait cette unité en 72 et qu'on pense plutôt à avancer. Alors, si on se met dans cette posture, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à nous assurer que cette unité soit renforcée d'année en année. On ne peut pas en parler d'intégration nationale sans une intégration sociale et économique. Est-ce que cette paix sociale est au rendez-vous au Cameroun? Est-ce qu'au quotidien des Camerounais, vous avez la perception qu'ils sont en paix? Il y a une certaine paix, on peut la qualifier, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de paix du tout. C'est vrai que l'absence de guerre, ce n'est pas la paix. C'est vrai, on me dira, mais il vaut mieux ne pas être... Moi, je ne pense pas qu'il faut être radical. Il vaut mieux regarder la situation froidement. La paix est mise à mal au Cameroun. Il y a des germes qui peuvent justement faire basculer cette paix sociale en une crise sociale aujourd'hui. On a des germes et il appartient au pouvoir public de prendre des bonnes décisions. D'abord, de diagnostiquer la situation, de sortir le vrai diagnostic et avant de proposer des solutions. Et je peux dire qu'il y a des solutions au plan opérationnel pour ce diagnostic. On devrait à chaque fois, à chaque 20 mai, faire un état de l'unité nationale au Cameroun. Où est-ce qu'on en est avec l'unité nationale au Cameroun, que les Camerounais ont décidé de se donner en 72? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui pose problème? On devait avoir ce diagnostic chaque année pour permettre d'avancer. Il y a des institutions dans ce pays qui sont moribondes, qui auraient pu prendre ça à bras le corps. Le Conseil économique et social, par exemple, pourrait, à l'heure du 20 mai, nous donner l'état de l'unité, de la paix sociale et de l'intégration économique. Or, aujourd'hui, selon la chapelle politique, on dit qu'il y a paix sociale, les autres disent qu'il n'y a pas du tout, on dit qu'il y a intégration économique, les autres qu'il n'y a pas d'intégration du tout économique. Mais il faudrait une institution qui le dit de façon beaucoup plus pertinente, qui soit indépendante, qui ait des données factuelles pour pouvoir nous situer les Camerounais, pour poser un vrai diagnostic. Et cela va nous permettre d'avancer et sur la forme de l'État qu'on s'est donné. Et il faut dire aussi qu'aujourd'hui, on peut se demander pourquoi on en est arrivé là. La gouvernance pose problème, la gouvernance économique au Cameroun pose problème. Et il n'y a pas que la gouvernance, la croissance économique n'est pas inclusive. Il y a, n'est-ce pas, des gens qui bénéficient de la croissance, il y en a qui plutôt souffrent de la croissance économique. C'est dans le cadre de la prospérité, du Cameroun. Nous pourrions en parler dans cette émission. Mais déjà, vous évoquez la nécessité de faire l'état des lieux de l'unité nationale. Au-delà du Conseil économique et social, il y a des journalistes d'investigation qui travaillent sur ces questions depuis de nombreuses années. Edmond Gambia, quel est votre état des lieux de l'unité nationale au Cameroun? Est-ce que les Camerounais ressentent cette paix sociale, cette véritable unité au quotidien, cette inclusion sociale à travers le pays? Je mentirais si je disais oui. Je pense qu'il y a un gros problème dans ce pays, c'est que les Camerounais ne sont pas en paix. Les Camerounais ne vivent pas la paix. Nous sommes un pays en guerre. Le chef de l'État l'a dit. Il a annoncé la guerre au Boko Haram dans la partie septentrionale du pays. Il a également annoncé une guerre contre ceux qui, dit-il, font des troubles ou des désordres dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc la moitié du pays est en guerre. Voilà pour répondre sur la question de la paix. Le Cameroun est en guerre, il n'est pas en paix. Et sur la qualité de la paix, qui est relative dans les autres régions qui ne sont pas en guerre, est-ce que les Camerounais se sentent dans une situation d'unité nationale ou de justice sociale? La réponse est également non. Prenez le Camerounais lambda dans n'importe quelle région de ce pays, à travers un vote sport. Posez-lui la question s'il se sent en paix. Il ne se sent pas en paix, on ne se sent pas en paix lorsqu'on est incapable de se nourrir, de nourrir ses enfants, de les vêtir, de les scolariser. On ne se sent pas en paix lorsqu'on est incapable lorsqu'on a des enfants qui font des études universitaires, retournent à la maison, partager le menu, c'est-à-dire ce qui reste à manger avec leurs petits frères, leurs petites sœurs, parce qu'il n'y a pas d'emploi. On n'est pas en paix lorsqu'il y a une volonté
j'allais dire, manifeste des autorités à ne pas ouvrir un dialogue national dans une situation de crise que nous connaissons aujourd'hui dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il était idoine. La situation lui était idoine, n'est-ce pas, avant le 20 mai, d'ouvrir le dialogue national sur les questions qui préoccupent l'ensemble des Camerounais, au moins sur la crise anglophone et d'une manière générale sur la gouvernance au Cameroun. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Justement, les différentes articulations de la fête d'unité nationale sont d'ores et déjà connues dans certaines régions du pays, notamment dans le littoral où sont prévues des marches au flambeau, mais aussi des activités sportives et la grande parade attendue dimanche prochain, 20 mai 2018. Franck, ici sur la méthode et l'organisation de cette fête d'unité nationale, est-ce qu'elle convient au regard des conditions dans lesquelles vivent les Camerounais aujourd'hui? Évidemment non pour nous, parce qu'il me semble que le moment de célébration de l'unité nationale doit être un moment d'évaluation et de prospective. Évaluation du chemin parcouru, de l'état de la nation, évaluation si possible, comme l'a rappelé M. Nitidem, sur une base objective. C'est la raison pour laquelle, par exemple, depuis 2011, nous avons proposé que soit le Conseil économique et social, soit un observatoire soit créé pour observer les inégalités et toutes les entorses à la construction d'un sentiment d'unité nationale. Donc, l'évaluation doit être sur tous les plans, parce que les éléments qui concourent à l'unité nationale, c'est politique, économique, social et culturel. Donc, il faut aussi pouvoir analyser froidement où nous en sommes. Il faut pouvoir évaluer les programmes gouvernementaux qui concourent à renforcer l'unité nationale et éventuellement les corriger. Mais la prospective, c'est aussi plus important parce qu'il ne suffit pas de faire les constats, mais il suffit aussi, à travers cette célébration-là, de fixer le cap pour l'avenir. Et dans le contexte camerounais actuel, mais les gens vont nous dire qu'on veut la paix, les gens vont nous dire que le gouvernement fait ce qui est possible, mais comment comprenez-vous que depuis janvier 2017, on a mis fin, concernant la crise anglophone, à tout processus de négociation, à tout processus de discussion? Pour la gouverne de ceux qui nous regardent, en janvier 2017, on a mis fin aux négociations, on a enfermé les leaders du consortium et depuis, nous sommes dans la gestion des aspects sécuritaires de la crise. Or, nous tous savons que cette crise est fondamentalement sociopolitique. Elle met en cause un certain nombre de modes de gouvernance et elle a des aspects identitaires. Donc on ne peut pas gérer une telle crise par les seuls aspects sécuritaires. D'ailleurs, que même les militaires nous disent ceci, que dans ce type de crise sociopolitique, il y a souvent 4 phases. Dans une première phase, on essaye de sécuriser les biens publics, sécuriser les personnes. Dans une seconde phase, on essaie de stabiliser, c'est-à-dire que faire en sorte qu'il y ait des escalades, c'est-à-dire que le rythme, l'intensité des actes de violence diminue. Les 2 dernières phases, c'est la phase de transition et c'est la phase de reconstruction, où le politique est au premier plan, où le politique est dans une phase de négociation, de proposition. Comment concevez-vous qu'un individu, M. Biya, parce que là je me permets d'être aussi radical, puisse être à la tête d'un pays qui connaît depuis bientôt 2 ans une crise d'une telle gravité, il n'a jamais daigné mettre son pied dans ces zones-là. C'est inacceptable. Et on veut nous sortir des thèmes pompeux et on nous dit, soyons unis. L'unité ne se décrète pas, elle se construit par des actes concrets. Et aujourd'hui, si les gens ne sont pas capables d'organiser des assises où les Camerounais peuvent se parler, qui laisse la place? En plus des régions anglophones, il y a également l'extrême nord du pays, confronté bien sûr à la secte terroriste Boko Haram, et l'est du Cameroun où il y a de nombreuses exactions menées par des groupes rebelles en rapport avec l'instabilité en Centrafrique, Serge Soro. L'intérieur du pays également n'est pas épargné par cette situation. L'état d'esprit des Camerounais à une semaine de la fête de l'unité nationale ont-ils le cœur à célébrer cette unité nationale d'ici une semaine? Disons d'abord de manière sibylline qu'il n'y a ni stabilité ni paix. Parce que le nouveau, quelqu'un ne peut pas être dans la misère et être en paix. Le nouveau nom de la paix, c'est le développement et le bien-être. La stabilité des armes n'est qu'une sécurité, ce n'est pas une stabilité. Si vous avez un militaire en faction devant votre maison et vous dites que vous êtes content, allez expliquer ça à quelqu'un d'autre. Le modèle de célébration actuel n'est pas approprié. Parce que, comme vous venez de le dire, nous avons au moins 4 régions qui sont en insécurité totale. Où on sait qu'il y aura des régions où les arrondissements, où il n'y aura pas de défilé. On aurait pu choisir un jour, mais s'il reste qu'un jour pour décréter un deuil national
à la mémoire de toutes les victimes qui sont tombées, civiles et militaires, de ces différends qui sont, je le répète, la résultante de 60 ans d'échecs. Le professeur Nitedem avait expliqué l'inexplicable. Face à une maladie aussi grave que celle que nous sommes en train de vivre, ne faisons pas la langue de bois. Ce ne sont pas des solutions. Quand vous avez une maladie, il ne faut pas confondre les cosmétiques avec les produits thérapeutiques. Vous dites qu'il faut évaluer l'état de la nation avec le Conseil économique et social. Vous avez déjà lu un rapport du Conseil économique et social? Pourquoi vous voulez tromper les Camerounais et les mener dans une voie qui nous perd du temps alors que la situation est grave? Nous avons des gens qui ont échoué. Ce n'est pas nous qui le disons, ils l'ont dit eux-mêmes. Ils sont incapables de payer. Attendez, faisons permettez-moi de faire justement un petit diagnostic. Hein. Vous avez votre domicile, vous dites qu'il est complet, mais quand vous voulez cuisiner, vous allez dans la cuisine du voisin. Est-ce que c'est normal? Vous voulez vous doucher, vous allez dans la douche du voisin. Est-ce que c'est normal? Quand ceux qui nous gouvernent veulent se soigner, ils vont ailleurs. Quand ils veulent éduquer leurs enfants, ils les envoient ailleurs. Quand ils veulent aller en vacances se reposer, ils vont ailleurs et ils vous disent que pays... Durant cette semaine, Cameroun Tribune a fait des reportages dans plusieurs villes. Je vous en prie. Dans plusieurs villes, Cameroun Tribune a fait des reportages dans plusieurs villes du Cameroun qui, selon ce journal, reflètent la diversité, la cohésion sociale et le vivre ensemble au Cameroun. Est-ce que vous n'êtes pas en train de dresser un tableau trop sombre? Je dis à Cameroun Tribune de ne pas transmettre le terrorisme médiatique qui passe par les subterfuges superficiels. Vous êtes ici, descendez dans la rue et gardez quelques expressions courantes du Cameroun. On t'appelle quoi? On appelle le lobo-lobo. On dit vous êtes étranger. Je vous prends un exemple. En 2008, les élites soi-disant, entre guillemets, on ne sait pas qui les a nommés, à ces postes de Betty, ont pompé une lettre. Elle est claire, réalisez-la. Vous comprenez bien qu'ils ont dit à certains de quitter. En 2008, vous avez les mémorandas qui tombent, qui sont clairs. Local. Vous avez, et soyons sérieux, hein, ne trompons pas les gens qui sont... Mais cette thématique, justement, appelle les Camerounais à être unis dans leur diversité. Permettez-moi, et non à promouvoir le communautarisme. Nous ne voulons pas. Dans la réalité, je vous ai dit, j'ai commencé mon introduction en disant que le Cameroun est fille de cette volonté unitaire, viscérale, depuis la conquête allemande, c'est-à-dire que les Bakoko, tous les peuples qui avaient été sous la menace allemande se sont mis ensemble pour dire on va construire un bloc pour nous opposer à l'impérialisme judéo-chrétien occidental. Voilà la naissance du Cameroun. Maintenant, ceux qui ont continué cette bataille jusqu'à l'indépendance et qui devraient normalement gérer l'indépendance avaient mis en place un mécanisme. Le mécanisme, c'était l'unité d'abord et l'indépendance après. C'est ça qu'on appelle à l'UPC le contentieux historique, parce qu'il s'agissait d'évacuer toutes les structures et les infrastructures que la colonisation avait mises en place pour nous gérer, de telle manière qu'on soit géré par un pays indépendant. Vous avez des gens, laissez-moi terminer, parce que ce que je vais dire est très important. Vous avez eu des gens qui vous ont dit ici que la nature de l'État est intouchable, la structure est... Non, quand on veut débattre, ouvrir un débat sur le fédéralisme ne veut pas dire que les Camerounais vont dire qu'ils vont aller au fédéralisme. Je dis que au-delà, ce que Cameroun Tribune a voulu faire est hautement dangereux. Prenons un cas simple. Vous avez vu les contextes qu'il y a eu lors des élections sénatoriales. Vous savez qu'il y a une région qui a 11 sénateurs. Et les gens ont épinglé cela. Pourquoi ne nommerait-on pas dans d'autres régions des sénateurs d'autres régions? Les gens ont remis cela en cause. Vous avez un conflit ici, à Douala, souvent, autour des délégués du gouvernement, où on vous dit que la Constitution a mis les autochtones et les allogènes. Quand on prend des précautions sur un document aussi fondamental, ça veut dire qu'on est conscient qu'on n'a pas construit ce qui était prédit pour être construit. Justement, le Cameroun qui souhaite préserver sa diversité pour célébrer son unité dans une semaine. Docteur Ariel Nitedem, vous percevez sur ce plateau la préoccupation des hommes politiques qui estiment que tout est sombre au Cameroun. Est-ce que vous êtes aussi pessimiste? Non, pas du tout. Vous savez, la politique est très prégnante au Cameroun. Tout est politisé. Je dois dire que le Cameroun reste un pays diversifié. On ne peut pas se le cacher. Et on veut construire une unité, n'est-ce pas, dans cette diversité. Et ce qu'on devrait faire, c'est prendre le meilleur de tout ce qui nous réunit. C'est ça qu'il faut regarder, pas ce qui nous divise. Et je ne pense pas qu'il faille s'en regarder dans l'histoire.
Laissons l'histoire là où elle est, essayons d'avancer. Et si on essaie d'avancer, ce que j'ai dit tantôt pour le Conseil économique et social, c'est que c'est une structure moribonde auquel on devait donner beaucoup d'autorité, beaucoup de pouvoir. On devait plutôt la garnir avec des compétences qui peuvent faire ce travail. C'est ce que j'ai dit. C'est vrai qu'à l'état actuel des choses, le Conseil économique et social est incompétent pour faire ce que leur demande de faire. Ça, c'est connu. Donc j'interpelle simplement le pouvoir public sur le fait que cette institution, si elle était bien organisée, elle ferait ce travail. Cela dit, pour pouvoir construire l'unité nationale sur cette diversité, il y a des problèmes qu'il fallait résoudre. Le problème de représentativité. Il ne faut pas oublier, je rappelle à ces hommes politiques que le rôle de la politique, l'enjeu de l'action politique, il est économique en fin de compte. En fait, si l'homme politique travaille pour instaurer la paix et la stabilité, c'est pour qu'en fin de compte, on améliore les conditions de vie des populations. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce n'est qu'au plan économique que les conditions de vie seraient améliorées et puis il y aurait cette cohésion sociale. C'est plutôt ça la résultante de l'action de l'homme politique. Alors je dis, pour que tous les Camerounais se sentent Camerounais avant d'être de leur groupe sociologique, il faudrait des préalables qui ont été mis à mal ces derniers temps. Un, la gouvernance. Comment est-ce que les ressources sont distribuées au Cameroun? Ça pose problème. La représentativité au niveau des institutions, il y a une crise de représentativité. Il y a des communautés qui se sentent moins représentées. Et il y a cette politique publique qu'on a mis en place à l'époque, et qu'on a appelée équilibre régional, qui aujourd'hui est appliquée de façon, on va dire, guindée. C'était une idée brillante au départ, il faut le dire, c'était un concept, puisque ce concept existe ailleurs. Ce n'est pas un concept camerounais. J'ai bénéficié de quelque chose de similaire aux États-Unis. Où on recrute un noir américain, n'est-ce pas? Quand le gouvernement fédéral finance un projet, il y a un pourcentage de noirs qui doit être recruté. Mais cette fois-là, ils appellent ça affirmative action. Cette fois-là, on recrute le noir qui est compétent. On ne recrute pas parce qu'il est noir. On regarde parmi les noirs celui qui remplit les conditions qu'on s'est fixées au départ, les conditions de compétence. Mais le pouvoir public estime que l'équilibre régional reste respecté au Cameroun. Ah non, pas du tout. Justement, c'est ce qui pose dans les lois. Et justement, cette exclusion, ce sentiment d'exclusion met à mal l'unité nationale. Il faut le dire clairement. Le fait que certaines personnes se sentent exclues de la gestion de notre patrimoine collectif, qui est le Cameroun, c'est un bien collectif, c'est une nation. Tout le monde devrait pouvoir participer à la gestion de ce pays. Tous les communautés devraient participer et toutes les communautés devraient bénéficier des ressources. C'est là le problème. On a un chômage endémique des jeunes dans ce pays. Et pendant ce temps, on a d'autres jeunes qui ont pu trouver la place à la fonction publique et qui détournent. Un matin, on vous dit on a détourné 13 milliards. Après, c'est 8 milliards. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas autre chose qu'il faut pas aller chercher loin. C'est un problème de gouvernance, de distribution, des ressources communes, de patrimoine commun. Et il faut véritablement s'y atteler. Si on ne le fait pas, l'unité nationale va être mise à mal. Une unité nationale qui est de plus en plus fragile avec la crise anglophone qui secoue le Cameroun depuis près de 2 ans. Edmond Gambial est devenu le symbole de la volonté du gouvernement de mesurer sa capacité à résoudre les crises 2 ans plus tard, alors qu'on va célébrer le 20 mai dans une semaine. Quelle est votre analyse de la situation actuelle? D'abord, permets que j'exprime mon émotion et mes condoléances à toutes les personnes qui ont perdu des proches depuis le déclenchement de la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, aussi bien en ce qui concerne les personnalités militaires ou civiles. Permets-moi également de dire ma compassion à tous ces réfugiés, ces dizaines de milliers de réfugiés camerounais. Ils sont plus de 50 000 au Nigeria, qui vivent dans des conditions désastreuses, malgré, n'est-ce pas, le soutien du HCR, qui fait de son mieux avec l'État nigérian. Et j'interpelle ici le gouvernement camerounais de s'associer à tout ce qui est fait pour véritablement apporter un soutien concret à nos frères et sœurs qui se retrouvent, malgré eux, au Nigeria, dans des conditions très difficiles. Cela dit, aujourd'hui, comme tu l'as si bien affirmé, le gouvernement camerounais est vraiment à l'épreuve. C'est-à-dire la crise anglophone qui perdure et dont les solutions homéopathiques ou alors des solutions qui visent à trouver, j'allais dire, des palliatifs,
s'avère insuffisante. Parce qu'en réalité, pourquoi aujourd'hui la crise perdure? Il y a eu des solutions au niveau des questions qui ont été posées par les enseignants, qui ont été posées par les avocats. Mais très vite, l'erreur qui a été commise a été d'interdire le consortium. C'est une erreur parce qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a plus face à lui des interlocuteurs visibles, identifiables. À partir de ce moment, ce qui se passe est une conséquence normale. Quand vous n'avez plus d'interlocuteurs, que vous avez vous-même évacués, comment voulez-vous résoudre la crise? Puisqu'aujourd'hui, ceux qui agissent ne sont pas identifiables. Il fallait laisser le soin à ces interlocuteurs visibles, identifiables, de continuer avec les négociations et les amener, qui sait, à discuter avec ceux-là qu'on ne voit pas. Des propositions de solutions à la résolution définitive et durable de la crise. Parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. On parle de plus en plus de la forme de l'État, mais je crains que le débat sur la forme de l'État ne suffise plus. Je crains que le débat sur la forme de l'État ne suffise plus parce que la plupart des personnes ou des citoyens, des compatriotes qui au départ de la crise étaient modérés, se sont radicalisés. Et de plus en plus, ils ne veulent même plus, pour ceux même qui voulaient la décentralisation, ils n'en veulent plus du tout. Pour ceux qui faisaient le fédéralisme, certains n'en veulent même plus du tout. C'est-à-dire le discours sécessionniste a pris du chemin, a gagné du chemin, à cause justement de cette volonté d'utiliser uniquement et principalement la solution militaire pour résoudre un problème dont la solution ne peut pas être que militaire. Justement, cette stratégie militaire qui a vu également une escalade de violence observée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Franck, ici, vous y étiez au nord-ouest durant ces derniers jours. La presse d'expression anglaise qui relaie de façon quotidienne le désarroi des populations. Est-ce que vous avez vécu ces réalités lors de votre séjour? Malheureusement, j'ai vécu ces réalités et c'est la raison pour laquelle je félicite tous ceux qui ont de la compassion pour leurs compatriotes et qui ont une pensée pour eux. Parce que qu'est-ce que nous avons vécu? Nous, quand je parle de nous, c'est un groupe de femmes qui s'appelle les Mères de la Nation, qui ont dit que depuis 2 ans, on observe une dégradation de la situation et qui estiment qu'on ne peut plus compter sur un gouvernement qui manifestement, dans un premier temps, a été dans le déni de la réalité et ensuite est dans l'application des fausses solutions. Elles ont décidé de prendre leurs responsabilités en tant que simples citoyennes et d'aller à la rencontre de tous les acteurs pour leur dire faisons taire les armes et renouons le fil du dialogue. Donc, elles sont descendues avec nous dans ces régions où on a pu constater plusieurs choses. Premièrement, contrairement à ce que une certaine presse, certains médias disent, la situation se dégrade, les ghost towns persistent. Nous sommes allés en plein ghost town dans le cœur, au niveau du nord-ouest de cette contestation qui est la ville de Batibo, qui a connu 2 enlèvements de représentants de l'État, le sous-préfet, le délégué régional des affaires sociales. Et à côté, nous sommes allés visiter un village où, quand on dit qu'il ne faut pas être pessimiste, c'est en ça que vraiment on a été agréablement surpris. On a vu d'autres Camerounais qui prennent le soin d'autres Camerounais victimes de cette crise. Nous sommes allés dans un village qui s'appelle Eo, où le chef et l'ensemble de ses collaborateurs accueillent depuis le 11 février 2018 795 personnes qui fuient à la fois les exactions, pas seulement des sécessionnistes, mais en grande partie malheureusement de nos forces de défense. Je ne le dis pas parce qu'on veut salir le gouvernement, on sait que ce travail n'est pas facile, mais malheureusement dans cette escalade de la violence, il arrive que peut-être les troupes sur le terrain, je ne sais pas si c'est une politique délibérée, mais on observe, il y a des images qui le prouvent, s'en prennent aussi aux populations. Elles font là-bas des punitions collectives. C'est-à-dire quoi? Pour que les gens nous comprennent, lorsqu'on tue par exemple, ce qui est regrettable, condamnable, une force de défense de façon atroce, il arrive qu'elles mènent des actions de représailles. Si elles arrivent dans un village où on soupçonne que les auteurs du crime figurent, au lieu de mener une enquête, elles s'en prennent à toutes les populations de façon indifférenciée, ce qu'on appelle les punitions collectives. Et nous avons vu des familles traumatisées. Nous avons vu des gens qui ont perdu des personnes dans ces fuites-là, et cette situation-là, malheureusement, n'est pas prise en charge par les services de l'État. Donc ces déplacés internes se débrouillent. Certains vivent dans les forêts. On a vu des enfants dont les membres sont mangés par des animaux parce qu'ils dorment à la belle étoile. On a vu des choses atroces
J'ai vu par exemple une dame qui a perdu son fils, qui depuis 2 mois n'arrive pas à sortir un son de sa bouche. Parce que chaque fois qu'elle parle, elle veut s'exprimer, ce sont les larmes qui coulent. Elle est traumatisée. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, il y a une première urgence qui est une urgence humanitaire. Et nous appelons vraiment toutes les bonnes volontés à se mobiliser et, comme les autres citoyens, à prendre en charge les autres Camerounais. 2, nous interpellons maintenant l'ensemble des Camerounais pour dire ceci. Peut-on se dire unis? C'est-à-dire qu'un seul peuple, lorsque des personnes sont dans cette situation et nous ne changeons rien à notre vie au quotidien. Je donne l'exemple, par exemple, pour nous les politiciens. Imaginez que nous sommes ici à Douala. Vous voulez être député, maire à Douala. Et que Douala est le théâtre de tels événements, de telles violences, de telles souffrances. Est-ce que vous pensez que votre priorité serait d'aller dans ces familles éplorées pour dire inscrivez-vous sur la liste électorale? Est-ce qu'il n'y a pas une urgence à entraîner d'abord une désescalade? Est-ce que ces hommes politiques ne peuvent pas, pour une fois, mettre l'intérêt des populations, l'intérêt de la nation avant leur propre intérêt? Est-ce qu'on ne peut pas poser des préalables? Est-ce que, soyons froids, vous parlez de l'analyse froide, à la lui ouvrons les choses, il y aura même des élections là-bas. Et si nous sommes prêts à aller des élections, peu importe ce qui se déroule dans cette zone-là, est-ce que quelque part nous ne sommes pas en train d'entériner la sécession? En ce sens que nous disons à ces personnes-là que peu importe ce qui leur arrive, il faut préciser que le gouvernement estime que la situation est toujours sous contrôle, mais Serge Soros, au regard de ce tableau que vient de peindre Franck ici sur la situation dans les régions anglophones devenues le symbole de la fragilité de l'unité nationale, est-ce que vous avez le sentiment que le discours du gouvernement et les stratégies qui sont mises en œuvre permettent justement de stabiliser, comme l'a plusieurs fois dit le président de la République, stabiliser ces régions du nord-ouest et du sud-ouest? Non, la politique actuelle du gouvernement ne peut pas stabiliser l'ancien Cameroun occidental, appelons-le ainsi. Parce que lorsque cette crise a commencé, nous avons vu des diplômés enseignants venir dans des plateaux dire qu'il n'y a même pas de crise anglophone. On a vu des gens venir expliquer l'inexplicable, comme je vous disais dans une autre approche tout à l'heure. Les Camerounais, souvent, les gens à qui nous confions l'éducation de nos enfants refusent d'analyser la réalité avec les arguments scientifiques qu'ils ont allé emprunter auprès des autres éminents savoirs dans des pays où ça marche et où il y a eu ces crises et où on les a résolues. Le problème de la crise dans le Cameroun occidental n'est pas une simple question de remise en mal conjoncturelle d'un état de fait. C'est une crise qui perdure depuis longtemps. Je vous ai dit qu'en 1959, l'UPC a dit qu'allons d'abord à l'unité avant d'aller à l'indépendance. Comme ça, on aura le soin de mettre en place la nature de l'État qui nous convient, les infrastructures et les structures qui nous conviennent. Ceux qui nous gouvernent actuellement, qui étaient contre toutes ces démarches et qui veulent vous raconter maintenant qu'ils savent ce qu'il faut faire, après avoir été incapables de faire quoi que ce soit pendant 60 ans, sont hors jeu. Ils sont hors jeu. Il y a une grave crise à la fois institutionnelle, structurelle et même représentative. Comment vous pouvez être sénateur d'une région en guerre? Les gens qui sont au Sénat du Nord, ils foutent quoi là-bas? Excusez-moi du terme, je dis bien ils foutent quoi là-bas? Ils sont dans un pays en guerre. Ce qu'il a dit est même poli. Vous savez, nos forces de l'ordre, nos pays africains ont souvent... C'est comme à la sortie de l'indépendance. Les guerres, moi je suis dans une région où il y a eu la guerre d'indépendance. Il y avait des camps de concentration. Ceux qui conseillaient nos gouvernements appliquaient des méthodes qu'ils ont appliquées ailleurs et pour lesquelles on a condamné des gens des crimes contre l'humanité. Et vous savez que ceux qui conseillent nos forces de l'ordre viennent d'un certain pays où ces pratiques sont de vigueur. Et ils disent qu'il est fort. Et on vous dit qu'ils sont bien formés. Je vous dis ceci. Il n'est pas bon qu'il y ait la guerre. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Il n'est pas bon qu'il y ait la guerre. Mais face à l'impasse, peu importe l'issue, je ne veux pas savoir si quelqu'un sera vainqueur ou si quelqu'un sera vaincu. Certes, la démarche voudrait qu'on sécurise nos frontières, qu'on sécurise les populations, mais il faut qu'on en discute entre Camerounais en se regardant dans les yeux. Parce qu'il y a d'abord un fait. Ne nous trompons pas, ne faisons pas la politique de l'autruche, nous ne sommes pas d'accord. On est d'accord, soyons au moins d'accord sur le fait qu'il y a des Camerounais qui ne sont pas d'accord entre eux sur une question, la forme de l'État
et les structures qui nous gouvernent. Soyons d'accord sur cette question, ne la fuyons pas. Maintenant, est-ce que le dialogue va aboutir à ce que certains ont peur parce qu'ils veulent s'éterniser au pouvoir? On ne sait pas, mais ouvrons-le. Avant d'arriver au dialogue, permettez au docteur Ariel Mitidem de mesurer l'impact économique de cette guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Vous qui travaillez sur cette question-là, comment appréciez-vous actuellement la situation économique dans ces deux régions anglophones qui étaient quand même des zones assez prospères pour des entreprises nationales et multinationales? Oui, tout à fait. Et je dois dire, avant de répondre à votre question, qu'il est de la responsabilité de tous ceux qui prennent la parole dans les espaces publics de s'assurer que leur langage apaise et, au lieu d'attiser. C'est très important que nous ayons ça à l'esprit. Cela dit, l'impact, il est financier, il est économique et financier. Économique parce que cela a, n'est-ce pas, freiné, ça contribue à freiner les activités économiques dans cette zone. Les activités de production, de transport, de distribution des biens et services ne se déroulent pas normalement dans ces deux zones. Et nous savons bien que le Nord-Ouest nous donne accès au Nigeria, notre grand voisin. Et entre-temps, c'était la première puissance africaine au plan économique, avait un grand marché. Entre-temps, ils ont dévalué le Nara, nous n'avons pas pu en profiter. Et au sud-ouest, on est ouvert sur l'océan avec notre société de raffinage, avec ses activités d'exportation envers la Guinée équatoriale. Hein. On exporte beaucoup envers les zones, les pays environnants à travers l'Imbé. C'est une frontière maritime et on connaît l'importance de l'économie maritime dans une économie. Donc l'impact économique est très très important. Cela agit négativement sur l'économie du Cameroun. L'économie de ces deux régions est affectée et affecte de façon générale l'économie du Cameroun. Au plan financier, il faut regarder ça à deux niveaux. Au niveau des recettes de l'État, parce que l'activité économique étant au rabais, l'État ne peut plus s'attendre aux mêmes recettes douanières et fiscales comme avant. Donc les prévisions de recettes qu'on a inscrites dans le budget de 2018, ils risquent de ne pas être atteintes à cause de ce qu'on n'arrive pas à collecter ces recettes au nord-ouest, au sud-ouest. À cause des activités économiques qui sont au point mort. Maintenant, au niveau des dépenses publiques, cela affecte les dépenses publiques à deux niveaux, parce que, voyez-vous, les militaires sont sur le terrain. Les dépenses militaires sont des dépenses par nature improductives. Et donc, il coûte cher d'entretenir une armée qui est sur le terrain. Et vous voyez bien, dans le régime financier de l'État, les dépenses militaires sont des dépenses qui échappent au contrôle. Donc, dès que les chefs militaires ont décidé qu'il faut débloquer telle somme, l'homme politique n'a pas de choix que de débloquer. Parce que vous avez des militaires sur le terrain avec des armes, ce n'est pas gai de gérer cela. Quand les armes sont sorties des casernes, les militaires sont hors des casernes, ça devient très compliqué et ça pèse sur les finances publiques camerounaises au niveau des dépenses. Donc l'impact est très important, ne serait-ce que non de cet impact négatif, fortement négatif, sur l'économie et sur les finances publiques, on devrait agir plus rapidement. Parce que mon problème, ce n'est pas, comme les hommes politiques disent que les pouvoirs publics en place ne font rien, je dis mon problème avec les pouvoirs publics en place, c'est le timing des solutions qu'ils apportent. Les solutions sont apportées de façon, on va dire, pour moi la vitesse n'est pas très bonne. On est là à agir et les effets, justement, prennent du temps pour avoir leur impact sur le terrain. Le chef suprême des armées a néanmoins réagi puisqu'il a changé le commandant de la 21e brigade d'infanterie motorisée dans la région du sud-ouest, le général Melingui, qui a été remplacé par le colonel Dutsa. L'information a fait la une de plusieurs journaux. Edmond Kamgia, la presse a parlé de limogeage, de sanctions. De quoi il s'agit concrètement? Oui, la presse a largement commenté cette information qui est, il faut le dire, qui rentre dans le registre de l'actualité. Vous savez, il y a eu une série d'événements dans la crise anglophone, comme sur le plan économique et financier. On a vu avec l'opération Épervier et autres, des personnes qui ont été interpellées, arrêtées. Mais en ce qui concerne ce général-là, il faut le dire, cela est intervenu dans un contexte assez précis. Et puis, il faut le lire sous un double angle. Il y a un angle qui, il faut le dire, est sur le plan militaire. Le chef de l'État est le commandant suprême des forces armées. Donc, il y a des décisions qu'il doit prendre à des moments précis. Et il faut y voir une décision éminemment stratégique.
il y a également un autre aspect de la décision qui tient compte du contexte international. Vous savez qu'il y a eu des rapports des organismes internationaux, notamment Amnesty International, qui ne cessent de pourfendre le Cameroun sur la question des droits de l'homme, notamment les exactions qui sont commises par des forces de sécurité. Donc, il fallait un savant dosage, il fallait faire un savant dosage pour prendre cette décision-là. D'abord sur le plan stratégique, parce qu'il y a des faits qui amènent le chef de l'État à prendre la décision. On a vu clairement, à partir des faits, que les soldats, ou alors tous ceux qui agissent sur le terrain comme force de sécurité, ont face à eux une défense solide des sécessionnistes, ou alors de ceux qui se prétendent être des sécessionnistes. C'est-à-dire c'est très difficile, et j'allais vous dire que le fait qu'il y ait beaucoup de soldats qui sont assassinés, qui sont tués dans des conditions inimaginables, amène bien sûr le chef de l'État à prendre une décision comme celle-là pour revoir, n'est-ce pas, la stratégie, la meilleure stratégie à utiliser pour faire face à cet obstacle. Je disais, le second point est également important, parce que le Cameroun ne vit pas dans un cocon. Il faut également répondre à toutes ces institutions, ces organismes internationaux, ces ONG internationales qui ne cessent de critiquer le Cameroun sur le respect des droits de l'homme. Et dans ce cas précis, si cet aspect a influencé le chef de l'État, je crois que ça a eu un côté positif. Il faut préciser que la mission qui avait été assignée au général en charge de la 21e brigade d'infanterie motorisée il y a 10 mois, c'était de sévir contre l'insécurité grandissante dans la région du sud-ouest, protéger les populations et contrôler la zone frontalière avec le Nigeria. Franck, ici, est-ce que cette mission a été atteinte? Elle a été remplie selon la feuille de route qui avait été donnée? Manifestement non. Manifestement non, parce que vous convenez avec moi que tous ces jours, on observe un pic de la violence, notamment dans la zone qui était sous le commandement de cet officier. Parce qu'il y a des enlèvements, il y a des assassinats qui continuent. Et malheureusement, il y a ce phénomène de punition collective qui est en fait la machine à fabriquer des personnes radicalisées. C'est-à-dire que chaque fois qu'on vient brûler des villages, chaque fois que de façon indifférenciée, on ramasse tout ce qu'il y a comme jeunes, comme hommes dans des villages, on est en train de radicaliser des gens, malheureusement. C'est vrai que c'est complexe parce que c'est une, si vous voulez, situation de guerre asymétrique, si on peut utiliser ce terme. Parce que ceux qui se réclament de la sécession de l'Amazonie ne sont pas encore constitués avec un commandement qui couvre un territoire forcément bien défini. Et il y a également d'autres bandes armées qui profitent de la situation. Mais ça n'explique pas ou ça ne justifie pas qu'on se livre à des punitions collectives. Il faut préciser que le ministre de la Défense a déclaré lors d'un échange avec un diplomate américain que le Cameroun n'est pas un mauvais élève en matière de respect des droits de l'homme. Il a défendu l'intégrité de l'armée camerounaise et sa bravoure sur le théâtre. Écoutez, nous avons atteint un stade au Cameroun où on ne peut plus prendre au mot nos autorités. On ne peut que les juger, les apprécier, les évaluer aux actes qu'ils posent. Pour exemple, un exemple, qu'est-ce que votre chroniqueur disait en début d'émission concernant la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés du Cameroun? Elle est refoulée par les autorités, que ce soit administrative, que ce soit militaire, lorsqu'elle veut investiguer. Qu'est-ce qu'elle disait dans ces 2 derniers rapports? Que l'État du Cameroun ne respecte pas les droits de l'homme. Donc, je ne parle pas d'amnistie. On va dire que c'est un complot international qui veut déstabiliser le Cameroun. Je parle d'une commission nationale qui est sous la supervision d'autres institutions étatiques qui sont composées de Camerounais et qui aujourd'hui se voient refuser le droit de faire son travail. Je voudrais revenir rapidement, donner 2 ou 3 illustrations des dégâts économiques et sociaux qui sont des facteurs qui vont prolonger la crise. C'est par exemple sur le plan militaire. Ça, c'est une des révélations que je fais et j'invite quiconque est de bonne foi à aller vérifier, et en particulier les autorités. Est-ce que vous savez que dans certains checkpoints, il s'est mis en place un système de prélèvement qui ne repose sur aucune légalité? C'est-à-dire, les gens qui passent, les transporteurs publics, quand ils arrivent là-bas, que vous ayez vos papiers ou pas, vous déposez de l'argent. À qui? Aux militaires? Aux militaires, Ah, tiens. je vous dis. Hein? Et je peux vous donner, par exemple, je vous donne un exemple, même l'entrée de Bamenda, en partant de Santa. Allez vérifier. Deuxième chose, sur le plan économique, nous avons rencontré des associations d'hommes d'affaires, de commerçants, qui nous disent que, je donne celui qui a parlé, je ne vais pas donner son nom, mais vous pouvez aller vérifier. Avant le début de cette crise, il faisait au moins un voyage par mois au Nigeria ou hors d'Afrique pour aller s'approvisionner. Et quand les affaires se passaient, il avait en moyenne 200 000 francs par mois comme revenu.
Depuis qu'en novembre 2016, cette crise a commencé, il n'a fait que 2 voyages. Oui, c'est désastreux. Et il a 4 enfants, dont 2 sont à l'université. Il était en détresse. Et vous dit qu'actuellement, si les choses continuent comme ça, d'ici un mois et demi, à Bamenda, il connaît beaucoup de ses collègues, non seulement qui vont fermer boutique, mais qui vont faire du n'importe quoi. 3e exemple, nous avons rencontré le chef Bafout. Vous savez que la chefferie, Bafout est en voie de détention. Tout à fait. C'est une des plus grandes chefferies du Nord-Ouest. Il nous disait, avant la crise, il avait en moyenne 40 000 visiteurs parce qu'il a un patrimoine, il a un château qui sera classé au patrimoine de l'UNESCO. Voilà. Donc 40 000 visiteurs par an. Tout à fait. Depuis que la crise a commencé, en 2017, il a eu 20 visiteurs. Et quand vous êtes Camerounais, vous payez 1000 francs quand vous venez faire la visite, sans compter les autres services. Donc si vous mettez même, et que les étrangers payent un peu plus, donc si vous mettez même le prix de 1000 francs, donc ça veut dire qu'il avait au moins 40 millions de recettes pour sa chefferie. Et maintenant, on est passé à 20. Donc il passe de 40 millions à 20 000 francs. Il a des écoles qui ont fermé. Et toutes les 22 écoles qui sont dans son territoire ont toutes fermé. Avec 298 enseignants qui se retrouvent sans travail. Donc voilà des situations qui ne sont pas prises en charge, qui font que la solution militaire n'est pas la solution. Précisons que cette localité de Bafout se trouve dans une zone d'insécurité selon une carte qui a été dressée par les représentations diplomatiques au Cameroun. Vous le voyez sur cette carte, une bande rouge au niveau des frontières entre la région du sud-ouest, de l'ouest, également la Damawa et l'extrême nord, qui sont fortement déconseillés aux différents ressortissants étrangers au Cameroun, selon les chancelleries qui sont installées dans le pays. Mais les indicateurs sur lesquels se base cette communauté internationale ne sont pas les mêmes pour les Camerounais qui estiment qu'il y a possibilité de vivre avec une aisance assez importante à travers le pays. Disons que de prime abord, je dirais quand il y a conflit, il y a nécessairement un désastre économique. De la part de l'État qui essaye d'assurer la sécurité, des compatriotes viennent de le dire, en des termes aussi limpides, c'est-à-dire personne n'a envie que ça perdure. Quand le professeur Nitedem parlait d'apaisement, moi je ne comprends pas. Est-ce que nous dans le feu? Je dis non. Je dis non. La meilleure façon même de résoudre souvent une crise, c'est de dire la vérité aux gens. La vérité libère. La vérité libère. Cessez d'entretenir le mensonge. Nous sommes en train d'aller tout droit vers le chaos, si rien n'est fait. Quand on l'a dit, on a assez de courage pour dire aux compatriotes que la solution n'est pas dans la violence. Parce que le Cameroun ne fabrique pas les armes. Donc même les sécessionnistes sont en train d'hypothéquer leur avenir. Ils s'approvisionnent chez qui? Ils sont en train de s'endetter. Mais pour que cela s'arrête, il faut que ceux qui ont, nous avons dit qu'ils sont illégitimes, mais c'est eux qui ont le pouvoir, que ceux qui gouvernent fassent le pas. Ils n'ont pas fait le pas depuis que la crise a commencé. Ils n'ont pas fait le pas. Plusieurs missions qui ont été menées sur le terrain. Il a bien dit qu'il y a une crise de représentativité. Attendez, vous ne pouvez pas arracher à quelqu'un son patrimoine et désigner un héritier illégitime pour venir négocier avec son fils. Restituez-lui d'abord son patrimoine et asseyez-vous pour discuter de qu'est-ce qu'il vous doit pour n'avoir pas été là pendant que vous en preniez soin. Voici la problématique fondamentale, si je veux résumer en bref, le contentieux historique que l'UPC pose. C'est-à-dire que lorsque les enseignants ont posé le problème, les avocats, ça ce n'était pas le début de la crise. Ceux qui suivent l'actualité au Cameroun savent qu'il y avait 20 ans de cela, que l'Oucon marchait souvent et qu'on l'arrêtait souvent avant le 1er octobre. Et il posait les problèmes de fond. Moi, je lisais souvent ces papiers, parce que j'avais un ami à l'époque qui était là-bas. Et j'arrivais, on l'a arrêté, il avait ses tracts. Il disait qu'il y a un problème fondamental de gouvernance. Vous venez de le reposer. Vous voulez poser le même problème pendant 60 ans. Quelqu'un fait la sourde oreille et vous dites que nous devons prêcher l'apaisement. Nous allons être appelés, parce qu'ils sont têtus, nous allons être appelés aux élections. Mais que les citoyens camerounais prennent leurs responsabilités et confient le pays à ceux qui ont pris l'engagement dès le départ de changer la nature et la structure de ce pays pour que chaque Camerounais, là où il est, sente que la République l'a mise devant. Avant les élections, il y a la fête de l'unité nationale. Je vous en prie. Permettez-moi de terminer. Je vous en prie, vous allez le poursuivre tout à l'heure. La fête de l'unité nationale qui sera boycottée par certaines formations politiques, parmi lesquelles le CPP, Franck ici. Pourquoi
prendre ces décisions au moment où les Camerounais doivent s'unir pour célébrer cette fête, pour afficher leur appartenance, le patriotisme à cette unité du Cameroun? Avant de vous dire pourquoi, s'il vous plaît, restituez les termes que nous utilisons. Nous ne boycottons pas. Déjà, ce terme, on ne l'utilise pas. Nous appelons à la non-participation à une célébration factice de l'unité nationale. Quand on dit célébration factice, c'est que, un, on va la résumer, la cantonner à un défilé. Deux, un défilé dont nous, le CPP, notamment au niveau de Yaoundé, sommes exclus depuis 2011. Raison pour laquelle nous avons dit que, parce que nous croyons en l'unité réelle du Cameroun, nous avons dit par exemple, il n'y a pas deux CPP, il y a un CPP. Il n'y a pas un CPP qu'on permet de défiler à Yaoundé et un autre, mais qu'on ne permet pas de défiler à Yaoundé et un autre qu'on permet de défiler hors du Cameroun. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que, on l'a évoqué depuis le début de l'émission, regardez l'état du pays. Quel est le sens, quelle est la signification d'aller se livrer à des agapes inappropriés alors que le pays brûle? Et essayons un peu, si vous voulez, de laisser un peu les gros thèmes, les analyses macro et de penser en nous mettant à la place des autres. Si vous étiez, votre enfant, votre maman, votre frère était victime déplacée interne, même pas morte, comme le sont les personnes dans l'extrême nord, comme le sont les personnes dans le sud-ouest et le nord-ouest, vous pensez que vous serez de gaieté de cœur aller à la place de la Besseke à Douala, sous le soleil? Hein? Est-ce que vous trouverez que c'est la meilleure manière de parler de l'unité nationale? Donc nous restons constants et cohérents. Nous disons que, en fait, il y a d'autres manières de faire et ce n'est pas en participant à ces agapes fictives et factices qu'on va résoudre le problème. Docteur Ariel Niétedem, il reste tout de même que l'unité nationale, c'est le moment où les Camerounais doivent afficher leur patriotisme face à toutes ces velléités sécessionnistes et séparatistes qui sont observées à travers le pays. Oui, disons qu'un parti peut avoir moins d'expression et penser ne pas participer à une célébration pour une raison ou pour une autre, tant que les arguments tiennent la route, c'est ce qui est important. C'est le moment, c'est un moment grandiose pour le Cameroun, c'est l'unité nationale, c'est le moment indiqué pour afficher son patriotisme, comme vous avez dit. Mais je reviens sur un panéliste qui est revenu sur ce que j'ai appelé apaisement, parce que j'ai dit, ceux qui ont la chance de prendre la parole en public doivent plutôt veiller à ce que leur discours apaise au lieu d'attiser. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, aujourd'hui, on vit une crise de confiance. Le peuple, il y a une crise de confiance entre le peuple et les dirigeants. Et le langage de ceux qui prennent la parole en public doit plutôt travailler dans le sens de rattraper ce déficit de confiance. Le déficit de confiance, on le connaît. Il est né de ce problème de mauvaise gouvernance, de corruption qu'on vit au Cameroun. Il est né de ce problème de crise de représentativité. Il est né de ce problème de non-participation à la gestion des affaires de l'État. Ça, c'est connu. Et je dois profiter pour saluer le colonel qu'on vient de nommer. On n'a pas suffisamment constaté que le haut commandement a considéré qu'en matière militaire, les compétences d'un colonel et celui d'un général sont interchangeables. Parce qu'on a remplacé un général par un colonel. Alors, il faut saluer ce colonel à qui on donne cette responsabilité. Le colonel Diotsa, qui va désormais commander la 21e brigade d'infanterie motorisée dans la région du D'accord. Donc, j'en profite pour dire que sa mission, je me demande bien s'il n'a pas hérité d'une patate chaude, parce qu'en réalité, la solution n'est pas militaire. C'est la confiance entre le peuple et les dirigeants qui va permettre de résoudre ce problème anglophone, parce que c'est une guerre camerounaise, c'est une guerre interne entre Camerounais, que ce soit les militaires ou les autres qui ont pris les armes au nom du sécessionnisme, c'est des Camerounais. Ce n'est pas une guerre conventionnelle où on va attendre que le colonel place ses militaires et tire sur les autres en face, et quand il aura tué beaucoup de gens, on va dire qu'il a gagné et qu'il a été performant. Que non. Sur le volet politique, est-ce que vous avez la perception que le gouvernement utilise tous les leviers pour justement éteindre les braises ardentes de cette crise? Tous les leviers, je ne pense pas. C'est un certain nombre de leviers, oui. Tous les leviers, je ne pense pas. Parce que je n'ai pas l'impression que les partis politiques s'accordent, ne serait-ce que sur le minimum, quand il s'agit de la gestion de cette crise. Et j'ai l'impression qu'ils sont tous en désaccord sur un certain nombre de points. C'est vrai qu'on voit le parti au pouvoir qui a pris des initiatives. On a vu des nouveaux ministres, où il y a eu des ministres issus de cette partie anglophone, puisqu'on parle de la crise de représentativité. Le chef d'État a cru devoir
mettre dans son gouvernement des nouvelles personnes issues de ces hommes, c'est vrai qu'on peut voir est-ce qu'ils sont suffisamment représentatifs. On voit leurs actions sur le terrain. On a un ministre de l'administration territoriale qui a pris quelques actions qui semblent porter, mais c'est encore très tôt d'en dire quoi que ce soit. On a vu un ministre originaire de cette zone qui est rentré dans le corps de l'enseignement, dans les ministères qui s'occupent de l'enseignement. Et qui aura pour défi d'organiser les examens dans cette région-là. Et c'est encore trop tôt d'en dire quoi que ce soit. Il y a certainement des actions, peut-être qu'elles ne sont pas suffisantes, il faut aller plus vite. Mais je crois que l'action forte que j'attends personnellement des pouvoirs publics, c'est l'accélération de la décentralisation et notamment la mise en place des régions. Voilà pour moi l'action qui permettra, à mon avis, me semble, de faire bouger véritablement les lignes. Parce qu'en réalité, il est question de faire en sorte que tout ne se décide plus à Yaoundé. Il ne faut pas oublier que pendant longtemps, cette partie du pays était habituée à une administration qui lui était proche. Le centre de décision, c'était à Boya. On l'a déplacé à Yaoundé depuis très longtemps et on ne l'a pas ramené. Ça pose problème. C'est un véritable problème. Ça ne dépend pas du chapelle politique. Donc si on décidait de mettre en place les régions dès demain, je peux vous dire qu'il y aurait quand même le discours des sécessionnistes aurait plus de la peine à passer et l'autorité militaire aura moins des attaques parce que vous avez, on a vu dans le sud-ouest des originaires de l'Ebialem qui ont saisi une élite de l'Ebialem, le professeur Leke en l'occurrence. Il a été arrêté par des gens de son village quand il allait célébrer la nomination d'un de ses frères. Et c'est là où ce sont des gens, vous voyez bien, d'où vient-il que les ressortissants d'un village, n'est-ce pas, s'en prennent à leurs élites? Cela pose un problème. Donc il y a ce problème de défi de confiance qu'il faut rétablir. Et je pense qu'en mettant en place des régions, on va résoudre. Le président de la République du Cameroun a justement demandé au nouveau ministre de la décentralisation et du développement local de lui faire des propositions visant à l'accélération de la décentralisation. C'était lors du dernier conseil ministériel qui s'est tenu après le réaménagement du gouvernement. Serge Soro, est-ce que la création d'un nouveau ministère de la décentralisation et du développement local peut être une réponse politique idoine à cette crise vécue dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest? Une réponse, oui. Idoine, peut-être pas. Peut-être pas, parce qu'il faut aller plus loin. Ce n'est pas aujourd'hui que le chef de l'État va nous dire qu'il n'avait pas de document sur la décentralisation, n'est pas prêt. C'est encore une errance. Tout le monde sait que tous les textes de la décentralisation ont été adoptés depuis. Nous tous, nous savons pourquoi il y a blocage. Parce que ce qu'on appelle, entre guillemets, l'élite gouvernante a décidé qu'elle ne cédera pas un pouce du pouvoir tant qu'elle n'est pas sûre qu'elle va transmettre le pouvoir à ses petits-enfants. Permettez-moi de revenir sur le défilé. Moi, je dirais c'est de leur droit de boycotter. Mais je pense qu'à cette occasion, on aurait pu proposer une célébration alternative. C'est ce que nous faisons déjà. Parce que boycotter, c'est même donner du grain à moudre à ces... Moi, je pense que ceux qui ne veulent pas défiler peuvent dire carrément qu'eux, ils organisent un deuil national. Parce que la situation est préoccupante. Et apporter, et organiser peut-être leur dialogue alternatif et proposer quelque chose au peuple camerounais. Je peux vous rassurer que c'est ça. Parce que moi, je pense qu'actuellement, l'interlocuteur le plus important, c'est le citoyen camerounais. Parce que nous sommes, comme il le dit, face à deux camps. Ceux qui gouvernent pensent qu'ils ont une solution, mais nous voyons où elle nous mène depuis 60 ans. Les autres acteurs politiques sont présents et font des efforts. Non, certains n'imaginent pas quels sont les efforts qu'on fait pour exister même dans cette semblance de monarchie qui se dit démocratie. Alors, je pense qu'il est temps qu'à un moment donné, les citoyens camerounais prennent leur engagement. Et c'est le moment pour moi de saluer certains médias qui jouent le jeu, qui permettent aux Camerounais de s'instruire autrement que par des canaux, entre guillemets, officiels. Il faut aussi que les autres corps participent à ce débat, parce que je n'ai pas souvent l'impression, parce que ces derniers temps, j'essaye de les écouter, que ce soit les enseignants, collègues d'université, que les enseignants du secondaire, je vous jure qu'il est temps d'organiser un autre discours, parce que le discours souvent va dans le sens du professeur Nitedem. Ne nous cachons pas derrière les mots. C'est pas nous qui créons les incidents, c'est pas nous qui jetons de l'huile au feu. Au contraire, je dis en disant la vérité à vos étudiants et au reste du peuple camerounais, les choses vont aller plus vite. Parce qu'il est plus dangereux d'entretenir l'ignorance
en croyant qu'on va masquer le problème, que de dire la vérité et enseigner positivement, ça va donner des meilleures solutions. Edmond, Dites aux Camerounais, permettez-moi de conclure, parce que je vous en prie, ce que je disais par rapport à ça, je vous en prie, allez-y. c'est que, il est normal et urgent qu'on réinstaure la sécurité. Je ne dirais pas par tous les moyens, comme l'avait dit un président de ce pays. Cela n'exclut pas aux forces de l'ordre de rester professionnelles. On sait que parmi eux, il y aura des exactions. Ça, c'est normal. C'est ça l'état de guerre. 2, il est temps que si le gouvernement en place ne veut pas organiser un dialogue, eh bien, nous, à l'UPC, nous prenons la responsabilité d'organiser un dialogue national. Et nous allons bientôt inviter ceux qui le veulent à venir à ce dialogue. Et on va proposer aux Camerounais ce qui avait été proposé en 1959 pour résoudre cette crise. La résolution du contentieux historique. Après, nous allons poser sur la table la charte de la bonne gouvernance qui intègre à la fois la participation de tous les citoyens à la gestion du bien public. Le mot importe peu. Fédéralisme, décentralisation. Les Camerounais choisiront l'expression qui les convient. Aucune expression ne doit être exclue du débat. Qui a dit aux Camerounais que quand on va parler du fédéralisme, on va applaudir? Dans une Afrique qui veut aller vers l'intégration, pensez-vous vraiment qu'il soit objectif d'organiser des micro-fédérations pour aller vers une grande fédération? Je ne pense pas. Les Camerounais ne sont pas dupes. On en est là parce qu'on a en face un mur qui n'écoute personne et qui avance. Justement, le Cameroun qui doit rester uni dans sa diversité pour célébrer la paix sociale, la stabilité selon les propos du gouvernement et surtout la prospérité. Et cette prospérité est-elle au rendez-vous au regard de ce que la presse a évoqué cette semaine, cette série de détournements sur le fichier solde de l'État? Le scandale continue de choquer le quotidien des Camerounais. Edmond Kambia, on continue d'en parler avec cette affaire de salaires fictifs et d'agents publics de l'État corrompus qui ont bénéficié de ces détournements de fonds publics observés entre 2017 et 2018. Oui, je vais rappeler une expression des propos tenus par le chef de l'État dans les années 90 notamment, face à un journaliste français de regrettée mémoire, Yves Mourouzi, qui lui demandait qu'est-ce qu'il aimerait que le Cameroun, que le monde entier garde de lui. Il disait que, Paul Biya disait, je souhaiterais qu'on garde de moi l'image de l'homme qui a apporté la démocratie et la prospérité au Cameroun. Fin de citation. C'est pour évoquer la prospérité. Quand il a pris le pouvoir le 6 novembre 1982, dans son premier discours, il disait que son illustre prédécesseur lui léguait un pays prospère. Sommes-nous un pays prospère aujourd'hui? La réponse est non. Pourquoi, selon vous? Mais justement, le fond de ta question nous amène au cœur du sujet. Tout à l'heure, vous parliez de tout ce qui se passe au niveau du fichier solde, l'assainissement des finances publiques, notamment au niveau du fichier solde. Ces personnes qu'on interpelle, qu'on arrête, ces détournements qui ne cessent pas, cette corruption qui ne cesse pas. Cela montre à suffisance que les idéaux que le chef de l'État a proclamés si bien le 6 novembre 1982, mais il n'a pas veillé à son application. Rigueur, moralisation, libéralisation, justice sociale et tout y quanti. J'aimerais dire ici, sur ce point précis, qu'en réalité, l'opération en cours est une bonne chose. L'opération en cours est une bonne chose. Mais est-ce qu'il fallait attendre que les vannes soient largement ouvertes, que ces détournements se poursuivent ainsi pendant des décennies, parce qu'il faut le dire, pendant des décennies, pour en arriver là, pour se rendre compte que des milliards sont enfumés, ont disparu. Donc il faut s'interroger et dire qu'en réalité, si le chef de l'État a sa responsabilité dans ce qui se passe, il veut se racheter, il faut dire également que cette situation aurait pu être évitée. Et c'est en cela que nous pensons que la presse a joué un rôle fondamental. Malheureusement, elle n'a pas été écoutée par les dirigeants, elle n'a pas été écoutée par le gouvernement. Parce que c'est depuis au moins 1992, lorsque le ministre de la fonction publique de l'époque, Garga Hamanadji, chasseur de baleines, avait sollicité du chef de l'État la possibilité de traquer les baleines. À l'époque, son ministère, c'était le ministère de la fonction publique et du contrôle de l'État. Vous savez quelle a été la réponse du chef de l'État? Il a supprimé, il a divisé la partie contrôle de l'État de la fonction publique. Et Garga Hamanadji
qui aujourd'hui, qui travaille à la CONAC aujourd'hui, a estimé que le chef de l'État ne lui a pas fait confiance, alors il avait remis sa démission. Et depuis ce temps, je parle de 1992, notamment le mois d'août 92, de 92 à aujourd'hui, si vous évaluez ce que le Cameroun a perdu en termes de détournement de fonds publics, en termes de corruption, en termes de tout ce qui interpelle et appelle à régler la question de l'opération Épervier, vous vous rendez compte que le Cameroun a beaucoup perdu. Une opération d'assainissement des finances publiques qui cristallise l'intérêt de la presse. Ariel Ntedem, vous êtes spécialiste des finances publiques. Est-ce que les pouvoirs publics sont en train d'agir de leur propre volonté ou sous pression des bailleurs de fonds internationaux? Disons que la présence du FMI depuis 2017 nous donne l'impression que ce qu'on voit là, n'est-ce pas, est imposé par le FMI à travers le programme économique et financier qui a été signé, n'est-ce pas, qui s'adosse sur un programme élargi de crédit. Alors on a l'impression que cela donne parce que ce programme a été mis en place sur la base de certains indicateurs qui devenaient inquiétants. Le déficit notamment, du déficit budgétaire qui est passé de 2% du PIB en 2015 à 6% en 2016. C'est-à-dire que le Cameroun dépensait plus qu'il n'en recevait, plus que ses ressources le lui permettaient. Et il y a le compte d'opération qui permet d'assurer les importations qui s'étaient aménagées de façon drastique, dramatique même. C'est sur cette base que le Fonds monétaire a décidé de signer ce contrat, ce programme avec le Cameroun et d'autres pays de la sous-région. Aujourd'hui, cette action s'inscrit dans la résorption de ce déficit budgétaire. Et on voit bien qu'en 2017, après que le FMI s'est installé, ce déficit est parti de 6% à 3,75%. Et aujourd'hui, ça s'accélère. Il faut quand même être honnête pour reconnaître que ce qu'on voit au ministère des Finances aujourd'hui n'est pas nouveau. Monsieur Moutazé qui arrive, il commence son action à la tête de ce ministère par cette action courageuse, mais ce n'est pas nouveau, ça ne date pas d'hier, ça date de dizaines d'années. D'où vient-il que les autres ministres ne se sont pas attaqués à ce phénomène? Parce que ça en est c'est un véritable phénomène. S'il y a deux phénomènes qui plombent l'économie camerounaise, c'est deux choses, c'est le chômage des jeunes et la corruption au sein de la fonction publique. Restons sur le cas de la corruption. Il y a une étude de l'INS qui dit justement que 20% des recettes de l'État sont emportés, on va dire comme ça, par les actes de corruption dans le cadre de l'acquisition de la commande publique, ce que vous appelez marché public. C'est une étude de l'INS qui le démontre. Et vous voyez bien, dans la commande publique, 20% de recettes de l'État s'en vont. Sur 4 milliards, vous pouvez calculer le cinquième de 20%, ce que ça donne. Et aujourd'hui, on voit bien que la solde de l'État en prend une bonne partie. L'année dernière, on était à 945 milliards. Pour un budget de 3500 milliards, 945, c'est 4200 milliards l'année passée, 945 milliards ont été utilisés juste pour payer la solde d'État pour les fonctionnaires. Et on se rend compte que beaucoup qui ont perçu, qui ont émargé, n'est-ce pas, dans cette somme, ne travaillent pas, sont fictifs. Non seulement il y a cela, mais il y a des avantages indus. Vous savez, quand on donne à un jeune recrue, enseignant de lycée, des avantages d'un général d'armée, c'est très fréquent dans cette administration. Pourtant, tout cela est géré sur des applications informatiques. Mais comment comprendre justement, alors qu'il existe des organes de contrôle qui ont été mis en place par le gouvernement, l'ANIF, le contrôle supérieur de l'État qui allait à la présidence de la République à présent, et certainement des différents mécanismes de contrôle dans les ministères, les différentes administrations publiques. Comment comprendre que ces détournements de fonds prospèrent malgré l'existence de ces organes, malgré la création du tribunal criminel spécial qui condamne lourdement les détourneurs de fonds publics? Oui, il faut dire que ces organes existent mais ne sont pas véritablement opérationnels. Il faut le dire clairement. L'organisation, on voit bien, toutes sont rattachées à la présidence. Le contrôle supérieur de l'État, c'est un ministère rattaché à la présidence de la République. La CONAC rend sa copie à la présidence de la République. La NIF rend sa copie à la présidence de la République. La Chambre des comptes rend sa copie à la présidence de la République. Le chef d'État l'a voulu ainsi, peut-être pour avoir la même mise. Et le Cameroun reste le seul pays dans la sous-région qui refuse de mettre en œuvre une directive de la CEMAC qui demande aux États de mettre en place les cours de compte. Ouais. En lieu et pas des chambres de comptes. Parce que la Chambre des comptes, tout ce qu'elle fait, elle juge les comptes
et rend son rapport sur le jugement de compte, mais elle ne peut pas engager les poursuites. Elle remet son rapport à qui de droit, qui lui seul, maintenant, a la latitude, n'est-ce pas, d'engager les poursuites. L'opportunité. C'est un choix politique, certainement, que le président a fait. Peut-être que ça lui permet de mieux contrôler un certain nombre de choses. Je le parle. Mais au-delà de cela, parce qu'il n'a pas l'information à temps, même s'il voudrait, même s'il avait voulu agir, il n'a pas l'information à temps. Je vais vous dire pourquoi. C'est des contrôles a posteriori. A posteriori sur plus de 5 ans. Des gens qu'on condamne aujourd'hui, c'est des gens qui ont des soupçons qui pèsent sur leur gestion il y a 10 ans, 8 ans pour certains. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le contrôle est passé 10 ans après que les actions liées à la prédation de la fortune publique ont été commises. Le contrôle supérieur de l'État passe 10 ans après, et c'est absolument que le chef d'État a les éléments pour prendre la décision. Du coup, ça décrédibilise l'opération. On a l'impression que les motifs qu'on avance ne sont pas les vrais. Le peuple ne croit plus à cela. Voyez-vous, prenez quelques exemples, ce qu'on appelle les prisonniers de luxe. Voyez-vous, il y a quelqu'un qui a géré le port du Cameroun, et c'est quand il était ministre qu'il a été appelé pour répondre. Il y a quelqu'un qui a géré la direction des impôts, c'est quand il était ministre qu'il a été interpellé pour répondre. Vous voyez bien, et ça c'est un problème. Non seulement ça rend l'opération peu efficace, parce que ça ne protège pas véritablement la fortune publique. Ça arrive un peu tard, quand les prédateurs sont passés par là. Justement. Et de deux, le peuple n'a plus confiance aux motifs qu'on avance. On a l'impression que c'est pour des motifs politiques. Pourtant, c'est avéré. Pourtant, cela, c'est avéré le détournement. La fonction publique qui est devenue le foyer de la corruption et des détournements de la fonction publique, Serge Soro, est-ce que vous partagez cette conclusion de la presse concernant cette opération d'assainissement des finances publiques qui est en cours au Cameroun? Il n'y a pas d'opération d'assainissement des finances publiques. L'opération Antilope a été lancée il y a 25 ans. Et contrairement, c'est vrai qu'il y a des structures de contrôle, mais la corruption au Cameroun n'est pas un accident. C'est un système qui est en place pour contrôler ceux qui gouvernent avec le président. C'est lui qui l'a entretenu. C'est un système hérité de ceux qui lui ont légué la République. On vous met en place. Je prends un cas simple. Il y a des pays dans le monde où, même quand vous êtes en fonction, vous ne pouvez pas prendre la fortune publique pour aller en vacances avec votre famille. Mais ici, tout le monde le sait, qu'ils ont ce qu'ils appellent les fonds de souveraineté. Tout le monde sait comment ça se passe pour qu'on vous fasse un marché public. Que même le tissu économique, entre guillemets, qu'on a, le tissu industriel qu'on a, est lié à la bourgeoisie administrative créée par le politique. C'est-à-dire que nos pseudo-hommes d'affaires que nous avons dehors entretiennent tous des réseaux de corruption. Ils vont vous le dire tous les jours. Que les sociétés, des entreprises d'État. Moi, je vais vous prendre un cas simple, ok, pour comprendre que la corruption, qu'on cesse de fatiguer les Camerounais. Parce que rigueur et moralisation, ça c'est laxisme et paupérisation depuis toujours, on le sait. Paix et prospérité, ça c'est guerre et pauvreté, on le sait. Voici des pays qui ont une banque centrale, ok? Ils ont des entreprises d'État. Vous vous imaginez qu'un chèque d'une entreprise d'État vienne impayer? Est-ce que vous vous imaginez? Ça ne se comprend. Aucun professeur de finance ne peut me l'expliquer. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous déposez votre chèque dans une banque normale? On vous donne de l'argent. Après, on adresse le chèque à qui de droit. Si dans le cas d'une société d'État, cela arrive impayé, bien on dépose le chèque à la banque centrale. La banque qui a pris ce chèque le dépose parce que c'est un droit. Le chèque, c'est de l'argent. Dans ce pays, on fait croire au chèque que le chèque n'est pas l'argent. Moi, je ne comprends rien. Alors, la corruption. La corruption ne peut pas se résoudre par un saupoudrage à nom d'oiseaux, épervier, faucon, aigle, qu'on fasse tout ce qu'on veut. Ce n'est pas la solution. La solution se trouve dans le système qui a été mis en place pour gouverner ce pays avec la corruption et les corrompus qu'il faut démanteler. L'antilope est morte il y a 25 ans, l'épervier va mourir bientôt. Merci Serge Soro. Franck, ici, que faut-il faire pour sortir de cet état de corruption qui gangrène l'administration publique au Cameroun et affecte les performances économiques du pays? Je dirais deux choses. Il y a une solution systémique, durable, que nous mettons sur la table depuis 3 ans maintenant. Parce que nous, on a fait tous ces diagnostics sur le plan économique, social et culturel. Et on arrive à la conclusion que ce pays a plus que jamais besoin d'une refondation.
et le processus par lequel cette refondation est possible, ce que nous, au niveau du mouvement Stand Up for Cameroun, on appelle une transition politique démocratique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous pensons qu'il est légitime, il est démocratique de demander le départ de ce régime, même avant un processus électoral, parce qu'on n'a pas besoin forcément d'arriver à ce terme-là lorsqu'on constate l'état dans lequel le pays se trouve. Parce qu'ils ont fait la preuve de leur incapacité, de leur impuissance. Mais surtout, le plus important, c'est qu'on a besoin d'assises nationales où nous allons rediscuter de tout ce qui, aujourd'hui, divise le pays, le bloque. Et au sortir de ces assises-là, refonder les institutions, réécrire la Constitution et permettre, à travers de nouvelles élections, l'émergence d'un vrai leadership. Maintenant, la deuxième chose que je dirais pour sortir aux Camerounais, c'est que, c'est comme Marx le disait, il ne sert à rien d'analyser le monde de mille et une manières. Ce qui importe, c'est de le transformer. Et pour citer Oumniobé, plus proche de nous, il disait, il ne sert aussi à rien de condamner l'injustice et l'arbitraire d'un système si l'action n'est pas organisée pour y mettre un terme. Aujourd'hui, nous demandons, il y a des initiatives qui existent, de se joindre à ces initiatives pour dégager ceux qui justement... Alors justement, le dernier mot à mettre à Dr Ariel Ntedem sur cette question lancinante de la lutte contre la corruption au Cameroun. C'est l'enjeu majeur en cette année électorale. On regarde les difficultés que rencontrent les Camerounais dans leur quotidien. Comment y mettre un terme, comment extirper ce cancer de la fonction publique afin de permettre aux Camerounais de renouer avec des services publics qui sont véritablement fonctionnels. Il faut donner beaucoup de pouvoir politique au ministre des Finances pour mener cette opération qu'il a engagée au bout. Parce qu'il faudrait beaucoup de courage et un soutien politique fort pour qu'il arrive. Sinon, il n'y arriverait pas et on ne va pas assainir. On va se retrouver en train de refaire la même chose. Deux, il faut mettre en avant la compétence dans la gestion des affaires publiques. Moins de politique, mais l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Maintenant, pour revenir sur cet abaissement dont je parle, je dis, un panéliste ne cesse de me dire que je ne dis pas la vérité, je dis au mensonge. Quand je dis qu'il ne faut pas attiser, il faut plutôt apaiser, je ne dis pas, cela ne se traduit pas par le mensonge. On peut dire la vérité sans être alarmiste, sans être populiste, sans passer par l'invective. C'est ce que je dis. Et je suis de ceux qui justement restent derrière la science, qui ne parlent que de la science, donc des faits scientifiques. Merci, Dr Ariel Ntedem. Je rappelle que vous êtes économiste, spécialiste des finances publiques et enseignant à l'Université de Yaoundé 2, également présent sur ce plateau, Franck Essi, secrétaire général du CPP, et Serge Soro, cadre politique de l'UPC, Edmond Kambia de la Nouvelle Expression. Messieurs, merci d'avoir participé à ce programme. C'est la fin de Droit de réponse. Merci d'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision. Equinox Télévision, au-delà de l'image.